Donc bonjour à tous pour ce webinaire de ce matin. Donc aujourd'hui nous allons parler de la sauvegarde qui est un élément clé dans la protection de vos données. Et donc on va vous proposer une solution complète de sauvegarde en conjonction entre StorageCraft et Overland Tandberg. Donc hop, ce webinaire sera présenté par Guillaume Médon, moi-même, et Yann Hilbrandt qui est avant-vente chez Overland Tandberg. Nous allons vous présenter en fait une présentation sur la partie logicielle et matériel. Nous allons commencer par la partie matériel puis logiciel et avec une démo sur les produits qui se trouvent en fait dans le centre de démo. Donc je vais passer la main tout d'abord à Yann qui va se présenter, qui va faire sa première présentation. Yann. Merci Guillaume. Aussi bienvenue à tous de mon côté. Donc comme disait Guillaume, je suis responsable pour la partie avant-vente de Overland Tandberg en France. Overland Tandberg est issu d'une fusion entre Overland Storage et Tandberg Data en 2014. Et depuis, on a combiné nos gammes de produits respectives pour aujourd'hui proposer une offre complète de solutions de stockage, archivage et sauvegarde. Donc, ça va des médias movibles, technologie RDX et LTO, jusqu'au stockage NAS. Et on va commencer aussi de commercialiser des solutions, des appliances de virtualisation, serveurs et poste de travail. Dans le cadre de la session aujourd'hui, on va se concentrer sur la technologie RDX, qui est la propriété intellectuelle de Tandberg Data et aujourd'hui Overland par extension, et notre offre NAS qui s'appelle Snap Server, donc qui quant à elle est une offre de stockage professionnel de NAS qui est focusé vraiment sur les fonctionnalités clés du stockage. Donc, partage réseau multiprotocole, volume iSCSI, réplication, aussi snapshot, etc. FTP, évidemment, tout ce qu'il faut. Mais on va commencer avec la technologie RDX, au cas où vous ne connaissez pas encore cette technologie, bien qu'elle existe depuis 11 ans maintenant. Je vais juste vous faire un petit aperçu. Donc, il s'agit d'une technologie à base de médias movibles, donc pas trop loin dans l'idée de la bande magnétique, donc lecteur, voire B multilecteur et médias movibles. Sauf que à l'intérieur des cassettes RDX, on encapsule des disques durs d'ordinateurs portables ou des SSD. D'où certains avantages. Donc déjà, il y a une plus grande fiabilité et robustesse. Donc une résistance, par exemple, au choc, aux vibrations, qui est plus importante que pour la bande magnétique. Il y a aussi une simplicité d'utilisation parce que déjà, il n'y a pas de maintenance. Il n'y a aucun nettoyage, par exemple, du lecteur qui est nécessaire. Les cassettes remontent au niveau de l'OS comme en volume disque. Donc, il y a une compatibilité plus large avec les solutions de sauvegarde, donc notamment StorageCraft, qui sait exploiter parfaitement ce type de périphérique. Il y a aussi une compatibilité ascendante, aussi bien que descendante, au niveau des lecteurs, c'est-à-dire que un lecteur est universel et on peut utiliser toutes les capacités existantes et futures dans un même lecteur. Pour souvenir, donc un lecteur de bande est compatible avec une ou deux générations en arrière en fonction de la technologie choisie. Mais si on souhaite passer à des médias
à plus haute capacité, il faut investir dans un nouveau lecteur dans ce cas-là. Ce n'est pas le cas du RDX. Du coup, aujourd'hui, on commercialise des médias qui vont de 500 gigas à 4 Tera. On attend le lancement de la prochaine capacité, normalement 5 Tera en début de l'année prochaine, donc début 2018. Ces cassettes-là, les 5 Tera, donc la prochaine capacité, sera aussi compatible avec les lecteurs vendus aujourd'hui. Il y a aussi l'avantage que la technologie RDX, les médias ne sont pas considérés comme des consommables, mais comme des produits à part. Du coup, les cassettes bénéficient de la même garantie que les lecteurs, c'est-à-dire 3 ans en échange anticipé. Ce qui veut dire qu'une fois notre SAV multilingue, y compris francophone, basé en Allemagne, est validé un problème matériel, on va envoyer par UPS une cassette, un lecteur de remplacement et récupérer à nos frais le défectueux. Donc un vrai service professionnel qui est identique aussi sur toute l'offre NAS, mais on va en parler dans quelques instants. Du coup, la gamme complète contient donc des médias, aussi bien basés sur des disques durs d'ordinateurs portables que sur des SSD. Il y a une offre de médias WORM, qui permettent d'exploiter des médias pour un archivage légal, ou alors en ajoutant un formatage ransom block qui peut, par exemple, limiter l'accès des logiciels à la cassette. Donc, c'est une protection supplémentaire contre les attaques virus, ransomware, etc. Une solution avec laquelle je peux, par exemple, dire que uniquement StorageCraft, pour donner l'exemple, aura l'autorisation nécessaire pour accéder à la cassette, donc pour y écrire des informations. Les lecteurs individuels existent en externe, USB auto-alimenté, ou en interne, format 3 pouces et demi, 5 pouces et quart, connectique USB 3 ou SATA 3. Il y a également des baies multilecteurs, 4 lecteurs ou 8 lecteurs, qui s'appellent Quick Station, qui ont l'avantage d'être connectés en réseau, donc qui se prêtent par exemple très bien à des environnements virtualisés, parce que du coup, il est extrêmement simple de se connecter sur une baie réseau depuis l'intérieur d'une machine virtuelle, par exemple. Aussi, une partie de l'environnement démo consiste en une Quick Station. Donc, on aura l'occasion de regarder l'interface de gestion un peu plus tard. Et pour terminer, il y a aussi un coffret pour jusqu'à 10 cassettes RDX qui peut aider au stockage, au transport des cassettes. On termine avec la gamme NAS, donc, qui est assez simple. Donc, il y a un modèle desktop 4B, un modèle 1 Uracable, un modèle 2 Uracable, avec donc les fonctionnalités du cœur de métier du stockage qui sont embarquées, et avec la particularité qu'on propose des disques durs avec. Donc, il y a certains avantages. Donc, on peut garantir une certaine catégorie de disques. Quand on regarde le modèle 2U, il y a même différentes catégories ou différentes classes de disques. Donc, ça va du SATA Enterprise jusqu'au disque SSD, en passant par des disques SAS. On peut ajouter des extensions de capacité sur les modèles rackables. On peut aussi considérer que le déploiement est plus rapide puisque les disques sont livrés avec, déjà prémontés dans les tiroirs. Et au niveau de la garantie, les disques sont couverts au même titre que le châssis, c'est-à-dire que vous aurez un seul interlocuteur pour l'intégralité de la partie matérielle. Et donc, garantie de base, là aussi, 3 ans, échange anticipé, que ce soit juste un disque ou un châssis complet. Extensible 4e, 5e année, et on propose même des options de service sur site. Donc, on peut aller jusqu'à une couverture de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,
avec une réponse de 4 heures pour les environnements assez critiques. Donc ça, c'est la clé de notre offre NAS, avec là encore un exemple de réplication cryptée qui est embarquée en standard entre plusieurs sites, par exemple. Voilà, ça conclut la partie introduction de matériel qui sera utilisé lors de la démonstration plus tard. Donc, il y aura un partage NAS, il y aura un lecteur RDX dans une Quick Station et on aura l'occasion de regarder rapidement les interfaces de gestion pour voir là aussi la simplicité. Avec ceci, j'ai le plaisir de repasser la parole à Guillaume qui pourra vous présenter les fonctionnalités de StorageCraft. Merci Yann. Merci pour cette présentation matérielle. Donc là, maintenant, on va partir sur la partie logicielle. Donc déjà, en quelques mots, StorageCraft est une entreprise américaine basée dans l'Utah, à Salt Lake City. Elle a été fondée en 2003. C'est 350 personnes dans le monde. On est sur les 5 continents et le siège social européen est à Cork, en Irlande. Donc, qu'est-ce que StorageCraft fournit comme produit, comme solution? C'est des solutions de sauvegarde et de reprise d'activité. C'est une suite logicielle complète et reconnue. Le cœur du logiciel, c'est la reprise d'activité, basée sur des sauvegardes fiables, une gestion centralisée et des réplications hors site, qu'on va appeler la copie externalisée. Tout ça basé sur des environnements virtuels, physiques et des services cloud. Donc, la première chose que l'on va voir, c'est le logiciel que l'on appelle Shadow Protect ou XPX. Qu'est-ce que Shadow Protect? C'est un logiciel rapide, fiable, éprouvé, sécurisé, qui va pouvoir protéger des machines physiques et virtuelles dans des systèmes Windows et Linux. Sensibilité aux applications prédéfinies et support de base de données parce qu'on va travailler avec VSS. C'est-à-dire que quand vous allez avoir une base de données SQL, elle sera, on va dire, consistante à la restauration. La protection intégrale des données et du volume de système. C'est-à-dire vu qu'on travaille avec VSS et donc en mode bloc, on va pouvoir protéger la totalité de vos disques. Le disque C, le disque D, data et plus. Et les sauvegardes intégrales incrémentielles continues et de façon manuelle toutes les 15 minutes. C'est-à-dire que le minimum de sauvegarde, ça sera de 15 minutes à plusieurs heures. Après, ça sera la politique de sauvegarde qui définira en fait cette période de sauvegarde. Donc, comment fonctionne en fait Shadow Protect? On va dire c'est simple, c'est-à-dire que c'est un agent que vous allez pouvoir installer sur tous vos systèmes, que ce soit Windows ou Linux, dans l'environnement virtuel et physique. Vous allez créer des jobs, c'est-à-dire les jobs, c'est quand est-ce que je vais les sauvegarder et où je vais les sauvegarder. Et donc, pour notre exemple, on va sauvegarder en fait sur un NAS ou sur du RDX. Et en cas, on va dire, en cas de restauration, je récupérerai l'image qui est basée sur mon NAS ou mon RDX et je pourrai faire une restauration de mon système complet. En termes de gestion centralisée, on va avoir 2 éléments importants, ça sera Image Manager et Shadow Control, qui vont permettre en fait de gérer en fait les images que l'on aura pris par Shadow Protect. Donc on va parler d'abord dans un premier temps de Shadow Control. Qu'est-ce que Shadow Control? C'est une interface de surveillance à distance, c'est une console basée sur le web. Il y a les reprises d'installation silencieuses sur le système protégé. Il y a la gestion basée sur une stratégie, les rapports et tableaux de bord récapitulatifs. Et vous avez réduction et consolidation des points de récupération. Ça, ce sont des éléments qui sont en fait effectués par cette gestion centralisée qui va être on va dire le mix de Shadow Control et d'Image Manager. Shadow Control, dans un premier temps, est une appliance que vous allez pouvoir installer chez vous. Une appliance à base d'Ubuntu 16.04, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de licence. Vous allez pouvoir en fait monter l'appliance qui va vous permettre, avec des agents montés sur vos systèmes, récupérer les informations et pour pouvoir en fait administrer et contrôler vos sauvegardes chez vos clients.
par exemple, vous avez un parc de 100 machines chez vos clients, et ben les 100 machines, vous pourrez récupérer les informations de ces machines-là et pouvoir les contrôler de chez vous, à distance. Donc, à partir de là, vous allez pouvoir aussi créer en fait des politiques de sauvegarde, mettons une machine critique, machine moins critique, et appliquer en fait cette politique à chacune de vos machines. Et avec cet élément, vous allez pouvoir aussi customiser vos alertes et avoir aussi un monitoring, une gestion de rapports que vous pouvez aussi vous envoyer par mail avec un état complet de vos machines, avec des couleurs vert, jaune, rouge qui vous permettront de facilement déterminer les problèmes sur cette partie-là, sur la partie sauvegarde de vos clients. Et ça, c'est une appliance qui est, on verra ça tout à l'heure en démo, qui est en fait disponible dans l'interface de contrôle, qui vous permet de façon très simple de voir s'il y a des erreurs sur vos sauvegardes. Image Manager. Image Manager est très important, c'est la gestion de vos images. Shadow Protect va vous prendre des images de vos systèmes de façon régulière et au fil du temps, Image Manager, lui, va faire la vérification. C'est-à-dire que c'est bien de sauvegarder, mais c'est mieux de restaurer. Donc, pour restaurer, il faut vérifier. Et donc, en fait, Shadow Control, lui, de façon, on va dire, autonome, il va gérer ces images. Et quand il va gérer, en fait, il va en fait faire des consolidations de façon régulière. Et on les fait de façon journalière. C'est-à-dire que les incréments que l'on a fait, les images incrémentales que l'on a fait dans la journée, à la fin de la journée, à minuit, on va consolider les fichiers. Et on va le faire de façon journalière, hebdomadaire et mensuelle. Pourquoi on fait ça? C'est surtout en fait déjà pour vérifier que la chaîne soit toujours opérationnelle et pour avoir en fait une restauration beaucoup plus rapide. Pourquoi? Parce qu'on va prendre le chemin le plus court. Imaginez que vous avez une chaîne qui fait plus de 700 images et que vous devez restaurer. Eh ben, c'est pas 700 images que vous allez restaurer, c'est à terme vous allez avoir une vingtaine d'images. L'idée c'est de restaurer le plus rapidement possible et de façon on va dire fiable. Et c'est pour ça qu'Image Manager est très important, c'est que lui il va prendre le chemin le plus court pour restaurer. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre tous ces incrémentales journalières, il va prendre les consolidés qu'on aura préalablement, on va dire, construits via Image Manager. Donc voilà, vous avez la partie journalière. Là, je vous montre aussi la partie hebdomadaire qui est dans le même concept. C'est que de partir de la point de restauration, je récupère en fait les consolidés pour redémarrer et ce qui va me permettre de faire des restaurations beaucoup plus rapides. Donc ça, on va faire la mensuelle qui est pareil, qui va prendre le chemin, on va dire, le plus court. Et ça, c'est la politique de rétention pour réduire le nombre de fichiers. Et aussi optimiser aussi, dont on verra dans un second temps, le stockage NAS. Parce qu'au fil du temps, vu qu'on aura consolidé les fichiers, les fichiers incrémentaux qui ne seront plus, on va dire, utiles, seront effacés automatiquement par Image Manager, qui permettra d'optimiser en fait le stockage du NAS de sauvegarde, pardon. Ce qui est important, c'est la copie externalisée. On le voit aujourd'hui, c'est surtout sur les environnements, on va dire, où on se retrouve avec des crypto-lockers ou des ransomware, ou on va dire un incendie ou un vol du NAS ou de la copie locale. On va prendre l'exemple d'un crypto, s'il s'est mis à, on va dire, à crypter aussi le NAS de sauvegarde avec vos sauvegardes, vous allez être, on va dire, dans l'impossibilité de restaurer. L'idée, c'est de la copie externalisée, il faut qu'elle soit déconnectée. Déconnectée, c'est-à-dire que la copie doit être dans un second temps, on va dire, déconnectée pour pouvoir en fait restaurer en cas de sinistre sur la copie locale. Et ça devient de plus en plus, on va dire, important de faire cette copie externalisée. C'est surtout aussi une possibilité de pouvoir en fait restaurer en cas de sinistre local.
Donc, vous allez avoir plusieurs possibilités. Soit vous faites du cloud, par exemple du StorageCraft Cloud Service. Vous avez la possibilité, toujours derrière, mettons, un NAS, d'utiliser des cartouches RDX qui vous permettent de faire une rotation aussi des disques. Et aussi, dans un troisième temps, c'est possible de recopier en fait votre NAS local vers un NAS externalisé. Et ça rentre dans les règles des 3-2-1. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la règle des 3-2-1. La règle des 3-2-1, c'est 3 copies, 2 médias, une copie externalisée. On va dire, c'est une règle classique dans la sauvegarde. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi dans la copie externalisée, c'est la sécurité. C'est-à-dire qu'il faut chiffrer vos sauvegardes qui va vous permettre d'avoir un accès sécurisé. Et donc, ça va être important parce que si vous me prenez un RDX et vous commencez si le RDX est un média amovible et qu'il se perd, il faut vous assurer que les données ne soient pas accessibles par d'autres personnes. Même chose pour le cloud. C'est pour ça que la sécurité est aussi importante dans la partie copie des données. En termes de restauration, c'est bien de sauvegarder, mais c'est pas suffisant. Donc il faut être sûr de pouvoir utiliser la sauvegarde. Et donc d'où l'intérêt de tester régulièrement les points de sauvegarde. Ça devient, on va dire, indispensable aujourd'hui. Et donc ça va être Image Manager dans notre cas qui va le faire pour nous de façon automatique. Et quand je dis automatique, c'est qu'on a un dispositif qui peut le faire pour vous. Dans Image Manager, vous avez une fonction, on va dire classique, qui va vérifier tous les 7 jours vos fichiers, mais vous pouvez aller plus loin que ça. Vous pouvez faire la fonction avancée. Fonction avancée va utiliser, on va dire, VirtualBox ou Hyper-V, qui va permettre en fait de prendre l'image, la chaîne complète de votre sauvegarde. Il va la monter en arrière-plan dans un Hyper-V ou dans un VirtualBox. Il va prendre une photo du système monté. Il va vous l'envoyer par mail. Vous avez l'exemple là sur votre écran, ce qu'on pourra voir aussi dans Image Manager dans la démo. Ce qui va vous permettre de voir de façon régulière que votre chaîne complète a été montée de façon automatique. Donc là, vous êtes sûr que si vous avez un problème de restauration, vous savez que aujourd'hui, la chaîne elle a quand même monté. Donc vous allez anticiper les problèmes. Le jour où vous n'avez pas ce mail-là, c'est qu'il y a eu un incident sur votre chaîne. Et donc là, vous êtes en mode proactif. Vous allez pouvoir dire, au pire des cas, vous allez pouvoir refaire une sauvegarde complète pour pouvoir, en cas de sinistre, redémarrer le client. Ça, c'est très utilisé et c'est très simple à mettre en œuvre. Les reprises d'activité. On va avoir en fait, comme je disais, c'est bien beau de sauvegarder, mais c'est mieux de restaurer. Et donc en fait, on a Shadow Protect et aussi le StorageCraft Recovery Environment. Hop. Donc les points forts de la restauration, c'est que c'est une restauration en barre métal. Vous pouvez faire de physique à physique. On a aussi une fonctionnalité qui est très importante, c'est ce qu'on va appeler le HIR, le Hardware Independent Restore, qui va nous permettre en fait de gérer la partie driver si les systèmes sont différents. C'est pour ça qu'on va avoir la force aujourd'hui de restaurer, par exemple, un serveur ou un PC Dell vers un PC ou serveur Lenovo, HP, ce que vous voulez. Et ça, c'est Hardware Independent Restore qui va vous permettre on va dire, régler la partie driver partie driver des machines hardware. Donc, la partie restauration, elle est aussi dans l'environnement Windows et Linux, bien sûr. On va pouvoir faire du physique et du virtuel. On peut très bien la machine physique, la virtualiser pour faire des tests ou faire une migration. C'est-à-dire que si vous voulez migrer un serveur physique vers du virtuel, vous allez pouvoir prendre l'image physique et la virtualiser dans un Hyper-V, un ESX, par exemple. Donc, vous faites du P2P, P2V, V2P, V2V. Donc, c'est la souplesse, en fait, du produit. La restauration agnostique à l'hyperviseur, ce qui est important, c'est qu'on va pouvoir faire du VMware Hyper-V VirtualBox. Aujourd'hui, votre client, il est en VMware. Demain, il a un crash système du serveur. Vous avez un Hyper-V, vous lui amenez en fait un Hyper-V chez lui et vous pouvez restaurer son système complet. Parce qu'on est carrément indépendant de l'hyperviseur aujourd'hui.
La restauration complète du système, c'est-à-dire que vu qu'on va faire une partie, la copie complète du disque C système, vous allez pouvoir le restaurer de façon totale. Et en fait, qui peut plus peut le moins, vous pouvez aussi très bien faire aussi la partie file on folder. C'est-à-dire que si vous avez des fichiers à récupérer, vous faites un clic droit, vous faites un montage rapide du disque, du moment que, enfin, de la sauvegarde, du point de restauration que vous souhaitez, et vous allez pouvoir en fait restaurer les fichiers que vous avez, dont vous avez besoin. Et on a aussi une option qui est le Granular Recovery for Exchange, qui est, on va dire, indépendant de la partie, on va dire, Shadow Protect, qui vous permet, à partir d'une base EDB, récupérer les mailbox, les attachements, les emails, les contacts et les calendriers. La puissance de hardware indépendant de Restore, le HIR, c'est que, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'un serveur X va cracher. Vu que vous avez fait une sauvegarde, vous allez pouvoir restaurer à partir du CD de restauration, le Recovery Environment, votre image sur un second PC, qui peut être, on va dire, de modèles différents. Tout simplement. La partie Virtual Boot, c'est la partie, on va dire, virtualisée. C'est-à-dire que un système physique, je souhaite virtualiser. Donc, je vais pouvoir le faire avec Virtual Boot, qui est un dispositif qui va permettre de virtualiser mon image physique, ou virtuelle d'ailleurs, sur un environnement ESX, Hyper-V ou VirtualBox. Et ça, on va dire en mode clic-bouton. D'accord? Hop. Donc, on va passer à la partie démo. Je vais repasser la main à Yann. Parfait, merci. Donc, on va se connecter sur l'environnement de démo. Je vais juste essayer de me loguer. Donc, pour commencer, je vais présenter les deux produits au Valentinberg qui sont impliqués dans cette démo. On va commencer par la RDX QuickStation. Donc, comme vous voyez, il y a une QuickStation 8. Du coup, il est possible aussi de basculer la langue de l'interface en français. Vous voyez les 8 lecteurs. Là où ça devient intéressant, c'est côté de la présentation logique. Actuellement, cette baie est configurée pour présenter 8 lecteurs indépendants, donc chacun avec une cassette dedans ou pas. Mais il y a la possibilité de choisir d'autres types de configurations, et c'est là où la polyvalence se montre. Donc, par exemple, on a la notion du volume logique qui existe aussi bien sur la QuickStation 4, donc la B1U 4 lecteurs. On a donc la possibilité de créer des jeux de cassettes. Sur une QuickStation 4, ça peut être un jeu pour jusqu'à 4 cassettes. Sur la QuickStation 8, ça peut être 2 jeux de 4 ou un jeu de 8. Et ceci permet d'agréger la capacité de plusieurs cassettes pour ne présenter qu'un seul volume au niveau du serveur. Donc, s'il faut une destination de sauvegarde ou de copie de sauvegarde amovible, mais plus capacitif que les 4 Tera qui représentent aujourd'hui le maximum pour une seule cassette, vous avez la possibilité de choisir ce mode-là. Et donc, vous pouvez en théorie aller jusqu'à un volume de 16 Tera aujourd'hui sur un volume non protégé, ou alors 12 Tera utiles dans un volume logique protégé de 4 cassettes. Différence entre protégé et non protégé. Le volume logique protégé va créer l'équivalent d'un RAID 5 à travers les 4 cartouches.
Donc, du coup, on perd une cassette ou l'équivalent d'une cassette en capacité utile, mais on gagne en performance et en sécurité, parce que du coup, on peut perdre une cassette du jeu et toujours avoir accès aux données. Sachant que le volume de 8 sur la QuickStation 4 sera forcément un volume logique protégé, ceci en équivalent de RAID 6, donc avec une redondance de l'équivalent de 2 cassettes. Taille maximale d'un volume logique sur une QuickStation 8, c'est l'équivalent de 6 cassettes 4 Tera, donc jusqu'à 24 Tera au jour d'aujourd'hui. Après, on a la possibilité aussi de faire une émulation d'une librairie de bande, voire une configuration hybride avec une moitié de la baie qui représente une librairie LTO et 4 logements, et l'autre moitié qui présente 4 lecteurs RDX individuels qui peuvent être distribués sur plusieurs serveurs. Sachant que ces deux derniers modes de configuration n'existent que sur la baie QuickStation 8. Donc sinon, il y a des options de sécurité, authentification de chape, ou authentification du nom de l'autre qui se connecte. Le protocole est toujours iSCSI pour se connecter sur une QuickStation. Après, on a les paramètres du système classique, gestion d'utilisateurs, réseau, date, heure, etc. L'autre produit, c'est le NAS. Donc là, on est dans l'interface de gestion de notre NAS. On peut regarder ici, par exemple, les différents partages, y compris celui StorageCraft Repo qu'on va utiliser aujourd'hui dans la démonstration. Sinon, on a ici la gestion de tout ce qui est stockage, par exemple, le RAID. On peut créer dans une B2U multiples grab RAID avec même des disques de types différents. Donc, c'est extrêmement flexible. Volume dynamique, donc qui peuvent grandir et réduire de façon complètement automatique et autonome. Gestion d'une externalisation sur un RDX localement connecté en USB. Réplication cryptée. La possibilité, évidemment, de se connecter sur un domaine Active Directory, protocole FTP, et j'en passe. Donc, il y a une collection de fonctionnalités assez complète si on considère le cœur de métier, stockage, réplication, snapshot, etc. Mais ce n'est pas évidemment le focus aujourd'hui. En revanche, vous pouvez toujours me contacter pour avoir plus de précision, plus de détails sur nos offres en matériel. Donc, ceci dit, on va passer à la partie la plus importante de la démo. Donc, comment fonctionnent les différents éléments du logiciel. Et c'est à nouveau Guillaume qui va vous guider pendant cette section-là. Merci Yann. Donc là, on va parler en fait de la partie, on va dire, Shadow Protect, qui en fait, ça, c'est l'agent que vous allez retrouver sur vos machines, Windows ou Linux. En fait, dès lors que vous allez avoir, on va dire, installé cet agent, la première chose qu'il va falloir faire, c'est, on va dire, configurer votre agent. C'est-à-dire, c'est mettre la politique de sauvegarde que vous voulez mettre en place. En fait, dans un premier temps, vous allez avoir, en fait, la partie, on va dire, destination qu'il va falloir rajouter. Donc là, on en a rajouté deux. C'est la partie, on va dire, qu'on va appeler le RDX. Ça va être, c'est une copie sur un, comme ça dit, hein, c'est une copie sur un RDX. Et on a aussi une autre destination qui est le Snap Server. D'accord? Donc ça, on a une copie qui peut être sur un disque amovible et sur un disque, enfin, sur un NAS. Dès lors que la configuration est faite, vous allez créer un job. Donc, dans notre cas, on en a créé deux. Il y en a un qui va, en fait, c'est une mode continue
qui va être du disque C, qui va être dirigé vers un snap server. Et vous avez un deuxième qui est en fait une complète, c'est une full, qui est dirigée vers un RDX. Vous avez la possibilité, à partir de Shadow Protect, de choisir en fait votre destination, soit sur un NAS, soit sur un RDX. Maintenant, le NAS va être beaucoup plus complet en termes de fonctionnalité de sauvegarde. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire, comme là on l'a appelé, la mode continue. C'est-à-dire là, la politique de sauvegarde que l'on a prise, on va faire édition du job. Édition du job. Là, on voit que je suis bien sur le Snap Server, que je sauvegarde mon disque C, que ma compression elle est en mode standard, c'est-à-dire que globalement, on est sur du 40% de compression sur un disque système. L'encryption, on utilise le mode par défaut qui est l'AES 256, que je recommande de garder. De fait de mettre l'encryption, vous allez avoir le besoin, enfin vous n'avez pas le choix de toute façon, vous devez mettre le mot de passe qui vous permettra à terme de faire des restaurations. Et là, je conseille, c'est que dès lors que vous commencez une sauvegarde, dès lors que la sauvegarde, enfin quand la sauvegarde est finie, pour s'assurer que le mot de passe est bon, c'est juste de représenter en montage rapide l'image pour voir si le mot de passe est toujours valide et correct. Le deuxième point, c'est la planification. Bon, là, c'est en anglais, mais vous avez aussi la même interface en français. Hein. Faut juste changer la partie file. Vous avez les préférences et vous le mettez en français. Et donc là, vous avez en fait en mode continu. Continu, c'est quelque chose d'important. Vous avez une petite note. C'est qu'en fait, on doit utiliser absolument Image Manager. C'est dont je vous ai parlé au préalable. Quand vous allez avoir 700-800 incréments, le jour où vous allez restaurer, ça va être très très long. Du fait de mettre en mode continu et Image Manager, ça va vous faciliter la vie et ça va surtout en fait vous rassurer que votre chaîne de sauvegarde soit restaurable. Donc à partir de là, vous avez votre chaîne. Donc là, on a mis de 8h30 à 18h, une sauvegarde toutes les 2 heures. Et vous avez le mode avancé. Le mode avancé, vous avez d'autres paramètres que vous pouvez utiliser. Là, vous avez les paramètres sur la partie des scripts. Si vous avez une base de données qui est non VSS, qui ne travaille pas avec VSS, là, vous devez en fait démarrer les scripts. C'est-à-dire que vous le mettez au niveau du répertoire que l'on met ici. Et vous allez pouvoir aussi mettre aussi par exemple, il y a un autre point aussi intéressant, mais ça on verra ça avec le RDX, c'est mettre le script pour faire une éjection de la cartouche RDX et vous le mettez ici dans le finish job script. On verra ça tout à l'heure. Et donc en fait, à partir de là, vous allez en fait configurer votre chaîne complète. Et donc là, ce que l'on voit, c'est que là, mon job Snap Server, j'ai des sauvegardes. Donc par exemple hier, il les a fait régulièrement. Et alors là, le week-end, il n'a pas bossé. Et donc là, on voit que la semaine dernière, il a travaillé. Et donc à chaque point, on va dire chaque tiret vert qui a une incrémentale, vous avez la possibilité de faire une restauration du système. On va passer à la partie RDX, c'est-à-dire que là, on est carrément derrière Shadow Protect. Et là, en fait, je lui ai mis une complète, full, qu'il va en fait copier directement sur le RDX. Le problème que je peux avoir, c'est que si je mets en mode continu, si je garde la cartouche, c'est là, on va dire, c'est pratiquement obligatoire de garder la cartouche. La problématique que je vais avoir, c'est de faire la rotation des disques. Ce qui va être important si on met du RDX, c'est dans le cas, mettons des cryptolockers ou des ransomware qui vont peut-être scanner vos disques. Si le disque RDX est scanné et que le crypto a décidé de crypter les fichiers sur ce disque-là, vous êtes crypté, vous serez pas capable de restaurer à partir de cette cartouche-là, d'où l'importance, on va dire, de la copie externalisée de la rotation des disques avec le RDX en copie directe sur Shadow Protect. En termes de Image Manager, c'est très simple. Lui, il va vous demander de positionner en fait les répertoires où se trouvent les sauvegardes. Donc là, on a le NAS où j'ai positionné sauvegarde et dès lors que j'ai positionné en fait le répertoire, lui, il va de façon automatique vérifier, consolider
et gérer les rétentions de sauvegarde. Et à partir d'Image Manager, c'est là que vous allez en fait pouvoir faire des copies externalisées. C'est-à-dire qu'à partir de là, vous avez la création des jobs. Encore une fois, c'est aussi en français à l'installation. La réplication se fait sur plusieurs modules. Donc là, vous avez le disque local, donc ça peut être un RDX. Vous avez le Network Drive qui est le NAS. Vous avez, si vous avez un serveur FTP, bon, vous faites une connexion FTP qui est en mode TCP. Alors que là, vous avez aussi un module, on va dire, complémentaire qui est StorageCraft, qu'on appelle ShadowStream, mais qui est en mode UDP. Vous avez aussi une connexion, si le client il a une connexion Amazon S3 et qu'il a du stockage dessus, il peut très bien connecter sa copie externalisée sur son espace de stockage. Et sinon, vous avez aussi une possibilité d'avoir l'utilisation du StorageCraft Cloud Service, qui permet en fait d'avoir dans notre cloud du stockage dédié, on va dire, au Shadow Protect, SPF et les SPI. Ensuite, on a aussi une partie intéressante qui est le HSR. Le HSR va permettre, en fait, on va dire que je vais appeler les serveurs critiques, pouvoir restaurer le plus rapidement possible. Imaginons que vous avez une machine qui fait 1 Tera. Le jour où vous allez restaurer, ça va prendre sans doute plusieurs heures pour restaurer. Avec HSR, lui, il va faire ce que j'ai appelé du pré-mâchage. C'est-à-dire qu'il va prendre du SPF et des SPI, tous les incréments, et il va, au fil du temps, il va créer en fait un VMDK ou un VHD. On va aller voir le HSR. On va faire une création d'un job. Voilà. Et là, en fait, vous voyez en fait ici le nom. Vous mettez le nom de votre machine. Et là, vous allez pouvoir faire le choix. Je vais préparer en fait un VMDK, VHD, VHDX. À partir de là, je lui mets une destination. C'est-à-dire que là, ce qui est important de savoir, c'est que vous avez besoin d'un double espace de stockage pour pouvoir construire cette partie HSR. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, il va vous préparer un VMDK ou un VHD, VHDX en prévision d'une restauration. Dès lors que vous avez préparé ça, donc là, vous avez la possibilité de mettre un maximum de points de restauration en cas de crash. C'est-à-dire que le jour où vous décidez qu'il y a un crash qui va arriver, ou vous voulez le tester, vous faites là une finalisation. Donc là, je vais finaliser. Ouais, c'est pas celui-là. Vous allez pouvoir finaliser et à partir de cette finalisation, vous allez pouvoir décider de dire voilà, je repars avec mon incrément d'il y a 2 heures ou d'hier. Ça vous permet en fait de finaliser et de redémarrer on va dire dans le quart d'heure votre image complète. Et ça, c'est surtout lié, on va dire, qu'on va appeler plutôt au serveur critique. Pourquoi? Parce que ça va prendre un double espace en termes de sauvegarde et de préparation de la machine. Ce qui y a aussi d'important, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est dans les propriétés, la vérification qui est pour moi importante. C'est que sur le niveau de base, chaque fichier est vérifié. Chaque fois qu'il est consolidé, il est vérifié. Et de façon périodique, il est vérifié par défaut tous les 7 jours. Ensuite, vous avez la version avancée dont on vous parlait. C'est la partie sur laquelle je vais pouvoir, avec Image Manager, avec VirtualBox ou Hyper-V, pouvoir monter la machine en arrière-plan et m'envoyer une image. Et ça, je vais le faire de façon journalière, hebdomadaire ou mensuelle. Ce qui va m'assurer que ma chaîne de sauvegarde, elle est opérationnelle, complète. Je pense que c'est il y a encore autre chose sur la partie processing. Donc là, à partir d'Image Manager, ce qui est important, c'est qu'il soit aussi sur un serveur indépendant qui va vous permettre, en fait, de façon, on va dire, autonome, gérer toutes vos images. Imaginez que vous avez un client qui a 10 machines à protéger. Shadow Protect, vous le mettez sur les 10 machines et Image Manager va se positionner à côté. Lui, Image Manager n'a pas besoin de voir Shadow Protect. Lui, ce qu'il a besoin, c'est de savoir où sont les répertoires de sauvegarde. Et à partir de là, il va pouvoir gérer. Je vais passer sur Shadow Control.
Shadow Control, alors je vais vous montrer ce que c'est Shadow Control. Shadow Control, c'est en fait c'est une petite appliance que vous allez pouvoir installer dans votre environnement. Donc c'est à base de Ubuntu 16.04 LTS. Vous allez pouvoir mettre l'adresse IP, le netmask, le DNS, et à partir de là, vous allez avoir accès à Shadow Control en HTTPS. Donc là, vous mettez l'adresse IP de votre appliance, et là, en fait, vous avez l'interface sur lequel vous allez avoir les parties opérationnelles. Donc ici, vous avez en fait les Shadow Protect qui sont surveillés. Donc moi, dans mon environnement, là, j'ai 7 machines. J'en ai 4 qui sont, on va dire, opérationnelles. J'en ai 3 qui sont en mode grise. Pourquoi? Parce qu'elles sont pas montées. Ça peut être vu comme si vous avez à surveiller des desktops et qui sont pas connectés, ben, ils seront en gris. D'accord? Vous avez la partie Image Manager parce qu'on supporte Shadow Protect, mais aussi on va les surveiller aussi Image Manager. Donc si on va voir les points finaux, c'est ce qu'on appelle, ce sont les machines. Donc là, vous avez les machines que vous surveillez. Donc là, j'ai du Windows et j'ai du Linux. Là, c'est ma machine, c'est mon portable. Donc on voit que la dernière sauvegarde, il y a 2 heures. Mon serveur Windows 2012, il a eu lieu il y a 18 heures. Je vois que bon, moi là, j'ai les horaires. Cela, on peut dire que ce mon 12.04, il est critique. Ça fait 116 jours qu'il n'a pas été sauvegardé, mais c'est normal, je le montre plus. Et c'est aussi pour montrer en fait l'état du système. Et vous avez des produits installés, Shadow Protect, sur lesquels vous avez des petites flèches vertes. Donc là, aujourd'hui, on est passé en 6.7.2 depuis la semaine dernière. Donc là, il me dit que bah, la 6.5.2, elle est, on va dire, c'est pas qu'elle est obsolète, mais donc il me donne la possibilité de la mettre à jour. Et à partir de là, je vais pouvoir, via Shadow Control, faire aussi du push install pour pouvoir mettre à jour mes systèmes chez mes clients. Vous avez aussi la partie Image Manager qui est en mode surveillance, sur lequel vous allez avoir ce qu'on a vu tout à l'heure dans Image Manager. Il va reproduire en fait les informations pour pouvoir en fait avoir la possibilité de voir directement en fait l'état de vos sauvegardes en termes de vérification, de consolidation et de rétention. Et là, ce qu'on voit, c'est les dernières réplications. Et aussi la partie, on va dire, HSR, Head Start Restore, pour redémarrer un système. Et le dernier chose qu'on va regarder, c'est pour montrer aussi au niveau des rapports. Le rapport, vous pouvez l'envoyer, mais vous pouvez vous afficher. Donc à partir de là, vous avez en fait un état de vos systèmes. Donc bah, de toute façon, c'est clair, hein, vert, jaune, rouge. Hein. Vert, c'est bien, jaune, il y a une alerte, et rouge, il faut peut-être regarder. Et donc à partir de là, vous avez en fait un état de vos systèmes qui vous permet en fait de surveiller, on va dire, plus rapidement et de façon, on va dire, plus simple au système au lieu d'envoyer chaque système envoyer un email. Là, à partir, on va dire, de cette console-là, vous allez pouvoir gérer la totalité. Sachant que Shadow Control est gratuit. Pourquoi? Parce que c'est de l'Ubuntu 16.04. Vous avez juste à le télécharger sur notre site. Et pareil aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est au niveau d'Image Manager. Vous avez, le Image Manager est aussi téléchargeable de façon gratuite. En termes de fonctionnement, on va dire commercial, Shadow Protect, c'est uniquement des licences sur Shadow Protect. Vous n'avez pas, on va dire, de licence au niveau d'Image Manager, à l'exception de Shadow Stream. Tout est, on va dire, est gratuit, prêt à être utilisé. Même chose pour Shadow Control. Il y a juste, en fait, vous, à installer, en fait, l'image, l'appliance sur un système, ajouter les agents, et c'est terminé. Vous pouvez, en fait, gérer vos systèmes via Shadow Control, on va dire, prêt à être utilisé. C'est gratuit. Il n'y a pas de licence. Je vais, hop, repasser la main, hop, à Yann. Oui. Voilà, on va peut-être passer, voir s'il y a des questions. Alors. D'accord. Ah bah, Entre-temps, je repasse peut-être le slide ouais, avec les contacts pour le visualiser en arrière-plan. voilà. Donc en fait, alors je regarde les questions. Peut-on sauvegarder sur ça? Bon là, j'ai du mal à lire. Non, comment on fait pour
Est-ce que, alors, est-ce qu'on vend Shadow Protect, SPX Image, Image Manager et Shadow Control? La réponse, elle est non. C'est-à-dire qu'Image Manager et Shadow Control sont à télécharger, mais il n'y a pas de licence, à l'exception de Shadow Stream, qui permet en fait de faire on va dire du FTP en mode UDP et non pas TCP. C'est pour réduire en fait, pour augmenter les points. Si vous avez un problème de bande passante ou un problème de réseau en FTP, là vous avez la possibilité de passer en Shadow Stream. Peut-on sauvegarder sur sa Dropbox? Aujourd'hui, nous, on n'a pas le connecteur Dropbox. Maintenant, Dropbox, si on arrive à lui positionner en copie externalisée, je l'ai pas testé. À voir. Sinon, est-ce que enfin, déjà, ça Dropbox, je dirais peut-être oui, mais c'est via Image Manager, donc là, on le fera pour la copie externalisée. Si on voit Dropbox, s'il est vu comme une lettre, il faudrait que je fasse le test. Faut que je fasse le test. Je reviendrai vers vous là-dessus. Sinon, il n'y a pas d'autres questions. Donc, pour les contacts, vous avez l'écran qui s'est affiché avec les contacts StorageCraft, Overland, Tandberg et Ingram. Pourquoi Ingram? Parce qu'en fait, c'est notre distributeur commun. Après, je sais que Overland, enfin, je te laisse Yann parler à partie distribution de ton côté. Oui, donc en France, nos produits sont également distribués par Tech Data et BIP. Mais comme disait Guillaume, Ingram est le seul distributeur en France qui gère nos deux marques ensemble. Ouais, en ce qui concerne StorageCraft, pour l'instant, c'est uniquement Ingram qui distribue nos produits. Yann, il y a autre chose à rajouter? Non, je pense on a fait le tour. S'il n'y a pas Il n'y a pas d'autres d'autres questions. questions. Voilà, n'hésitez pas à nous joindre, Yann et moi, pour des questions, on va dire, plutôt techniques. Et donc déjà, un grand merci pour votre présence sur ce webinaire StorageCraft Tandberg Data. Et n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions. Je reviendrai vers vous sur les questions à la partie Dropbox. Et sinon, ben, je laisse Yann finir. Ok, donc merci aussi de mon côté d'avoir pris le temps. J'espère que vous avez trouvé au moins quelques informations qui vous sont utiles. Et je vous dis peut-être à bientôt au téléphone, par email, sur un événement ou lors d'un autre webinar. Une bonne journée et une bonne semaine. Donc merci et au revoir de mon côté. Ben, merci et à très bientôt. Et ah oui, pour finir, cette vidéo, enfin ce webinaire est enregistré et vous sera communiqué, je pense, dès demain. Voilà, je vous remercie encore et à très bientôt. Au revoir.